Ses débuts musicaux dans les années 40 ont eu lieu au Kilnerton College, une école élémentaire méthodiste où elle chantait dans la chorale de l'école. Parmi les anciens élèves de l'école figure l'ancien président de la Cour suprême d'Afrique du Sud, Dikgang Moseneke, le professeur Kabi Ngoma, une personnalité très influente dans le domaine de l'éducation musicale, ainsi que l'icône de la lutte Lilian Ngoyi. Makeba fait son entrée dans le circuit professionnel avec le groupe de chanteurs Cuban Brothers, tout en s'occupant de sa fille Bongi, née de son union avec James Kube. Divorcée 2 ans plus tard, elle rejoint par la suite le groupe bien établi des Manhattan Brothers, qui entonne des vers vernaculaires sur un air de swing à prédominance américaine et lui donne son prénom Myriam. En 1952, elle joue dans la production African Jazz and Variety d'Arv Ebert qui met en valeur les talents noirs. La production était présentée uniquement au public blanc, sauf le jeudi où le public noir était autorisé à y assister. C'est là que le producteur de film Lionel Rogerson repère Makeba et la persuade de jouer dans son documentaire controversé Come Back Africa. Ce film décrit les conditions difficiles dans lesquelles les Sud-Africains noirs sont contraints de vivre par le gouvernement de l'apartheid, régime suprémaciste blanc considéré comme supérieur et pur, appliquant l'idéologie des nazis en séparant totalement la population sur les plans physiques, social et politique. Les Sud-Africains ne peuvent circuler librement sur leur terre d'origine et n'ont pas droit au vote. Les parcs, les bancs publics et les toilettes des Blancs leur sont interdits et la courte apparition de Makeba dans son documentaire attire l'attention, y compris une invitation à assister à la première du film en Italie. Elle accepte naturellement, sans jamais imaginer qu'en raison de son rôle dans le film, l'état de l'apartheid lui interdirait de rentrer chez elle, même pour enterrer sa propre mère. Ses disques sont interdits à la vente et c'est le début de son exil. Lors de la promotion du film à Londres, Makeba rencontre le chanteur folklorique et activiste afro-américain Harry Belafonte. Il jouera un rôle important dans sa carrière aux États-Unis, formant la moitié du duo sur leur album An Evening with Belafonte and Makeba, récompensé par un Grammy. Sa présence coïncide avec les expériences parallèles des Noirs d'Amérique et d'Afrique du Sud, victimes d'injustice, de marginalisation et d'inégalités immenses. L'université Barbara Sizemore décrit la voix de Makeba comme une surface sur laquelle les Américains ont projeté leur propre récit sur l'Afrique et les relations raciales américaines. Son art, toujours influencé par les circonstances en Afrique du Sud, a servi d'outil de sensibilisation aiguisée. Dans le livre Soweto Blues de la journaliste Gwen Ansell, le regretté Youth Masekela affirme « Personne en Afrique n'a sensibilisé le monde à ce qui se passait en Afrique du Sud autant que Myriam Makeba. C'est grâce à la façon dont elle décrivait ses chansons, sans le vouloir, elle a éduqué les artistes afro-américains. » Le son Makeba, disséminé sur une dizaine d'albums, s'est trouvé des points communs avec des artistes tels que Nina Simone et Abbey Lincoln, que l'historienne Ruth Feldstein a qualifié de collectif émergent d'artistes féminines noires qui ont associé leur musique à leur activisme en faveur des droits civiques. De cet exil naîtra l'un des tout premiers hits africains à conquérir la planète. C'est en Afrique du Sud entre 1956 et 1959 que le titre Pata Pata est pour la première fois enregistré avec The Skylarks, son groupe exclusivement féminin. Harmonie vocale complexe, spontanéité, influence pop, jazz et gospel, la formation rencontre le succès dans le pays, mais la chanson n'accède pas à une reconnaissance internationale. C'est en 1967, soit 10 ans environ après sa création, que Myriam, en plein exil aux États-Unis, réenregistre le titre et sort de nouveau sur un album éponyme avec le label Reprise Records. La reprise inclut des explications délivrées en parler chanté et en anglais par l'artiste, mais il a surtout gagné en groove et en énergie. On l'entend rugir et tout emporté par une joie qui semble invincible. Ce sera un succès planétaire immédiatement repris par nombre d'interprètes en Espagne, en Italie, en Finlande. Tout à coup, des gens qui ne savaient pas que j'étais en Amérique depuis 59
me demandent de participer à leurs émissions de télévision et de jouer dans leur salle de concert en 1967. Dans toutes les discothèques, ils ont inventé une danse éponyme. Les couples dansent séparément, puis se tendent la main et se touchent. Je vais en Argentine pour un concert et partout où je voyage en Amérique du Sud, ils chantent ma chanson, a-t-elle confié avec enthousiasme. Les racines de ce hit sont indéniablement profondes. Dans son essai intitulé From Noma Kumyama to Pata Pata, l'historien de musique Rob Allingham décrit le morceau comme probablement la chanson d'origine africaine la plus connue au monde et affirme qu'il peut remonter à des sources encore plus anciennes, notamment un groupe vocal en langue zoulou des années 40. Makeba elle-même exprimerait des sentiments ambivalents à l'égard de ce morceau. Dans son autobiographie de 1987, My Story, elle décrit Pata Pata comme l'une de ses chansons les plus insignifiantes. Il est vrai que son catalogue comporte une multitude de sentiments plus élateurs, notamment Sophiatown Is Gone, une complainte jazzy des années 50 sur la destruction par l'apartheid d'un township dynamique. Les États-Unis, bien sûr, se débattent à cette époque avec leurs propres problèmes de droits civiques. Si l'Amérique moyenne n'a pas bronché lorsque Makeba a témoigné contre le régime d'apartheid sud-africain à l'ONU en 1964, elle blanchit d'hostilité lorsqu'elle épouse Stokely Carmichael, un dirigeant du Black Panther en 1968. Makeba voit soudain ses tournées américaines et apparitions télévisées annulées et le couple déménage en Guinée. Les années 80 sont une période difficile pour elle car elle est séparée de Carmichael et sa fille Bongi décède de suite d'une fausse couche. Elle lutte également contre l'abus d'alcool et le cancer du col de l'utérus pendant cette période. En 1987, elle participe à la tournée Graceland du chanteur folk américain Paul Simon, qui connaît un grand succès puisque Myriam est très demandée et se produit devant des chefs d'État et même le pape. En 1990, Nelson Mandela, leader du Congrès national africain, a été libéré après 27 ans de prison et a encouragé Miriam Makeba à retourner en Afrique du Sud suite à l'abolition de l'apartheid. Après 31 ans d'exil, elle y retourne et devient ambassadrice de bonne volonté de l'Afrique du Sud auprès des Nations Unies. Après son retour avec un passeport français qu'elle obtient grâce à sa distinction de citoyen d'honneur, Miriam Makeba a eu du mal à trouver des collaborateurs, mais 6 ans plus tard, elle produit l'album Homeland et entame sa tournée d'adieu. En 2002, Makeba a joué dans le documentaire opulent et passionnant de Lee Hirsch sur le rôle puissant de la musique dans la lutte contre l'apartheid. La ville de Berkeley proclame le 16 juin journée Miriam Makeba et elle reçoit la plus haute décoration de Tunisie. En 1999, Nelson Mandela lui décerne le prix présidentiel et elle poursuit son action humanitaire par l'intermédiaire de sa fondation Zenzile Miriam Makeba, notamment via le centre de réhabilitation éponyme pour les jeunes filles victimes d'abus. Elle soutient également des campagnes de lutte contre la toxicomanie et de sensibilisation au VIH/SIDA. Pata Pata est la dernière chanson qu'elle a chantée sur scène. Elle a été victime d'une crise cardiaque peu après avoir participé à un concert de charité en faveur de l'écrivain Roberto Sadiano le 9 novembre 2008. Elle avait alors 76 ans. Nelson Mandela, qui avait fini par la persuader, elle qui militait depuis longtemps pour sa liberté, de retourner en Afrique du Sud post-apartheid, a dirigé les hommages rendus à une artiste aujourd'hui vénérée comme Mama Africa.